Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la notion de création de valeur des projets ESG et non ESG. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Au préalable, rappelons qu'un investissement crée de la valeur financière ou durable dès lors qu'une métrique de performance dépasse un certain seuil de référence. En finance, si le taux de rentabilité interne dépasse le taux de rentabilité exigé par les investisseurs, autrement dit le WACC, alors de la richesse monétaire est créée pour les investisseurs. Dans le domaine économique et social, si le taux de rentabilité interne économique dépasse un certain taux d'actualisation que l'on nomme ici le taux de Ramsay, alors le projet apporte un supplément de bien-être social aux habitants de la zone géographique ou du milieu social concerné. Enfin, en matière de climat, si un projet permet d'éviter à moindre coût des émissions carbone, c'est-à-dire si le coût d'abattement d'une tonne de CO2 est inférieur à un seuil appelé valeur tutélaire du carbone, alors la planète est préservée à moindre coût. S'il y a création de valeur, comment la quantifier? Quel que soit le contexte, financier, économique, social ou environnemental, la valeur se mesure par l'actualisation de bénéfices monétaires ou monétarisés à venir, sociaux ou environnementaux. En finance, la valeur d'un projet ou d'une entreprise se calcule idéalement sur la base d'un plan d'affaires détaillé, typiquement sur un horizon de 5 à 10 ans. Dans la pratique, du fait d'informations manquantes ou par manque de temps, il est possible de recourir en première analyse à des méthodes simplifiées utilisant moins de paramètres. La méthode de Gordon-Shapiro n'utilise que 3 paramètres: un flux de trésorerie dit normatif, un taux de croissance à l'infini et un taux d'actualisation, c'est-à-dire le coût du capital que l'on injecte dans une formule toute faite. Une méthode plus simple encore consiste à prendre la marge d'EBITDA réalisée par l'entreprise et à la multiplier par un multiple sectoriel qui est une moyenne constatée sur des entreprises comparables. Enfin, dans les cas où la seule donnée disponible est celle du chiffre d'affaires, il est possible en dernier recours d'utiliser un multiple sectoriel du chiffre d'affaires. Cette méthode est simpliste car le chiffre d'affaires n'est pas nécessairement représentatif de la marge réalisée et donc des bénéfices. L'utilisation de multiples facilite les comparaisons entre secteurs. Selon les secteurs d'activité, les multiples sectoriels peuvent varier du simple au double quasiment, typiquement de 9 fois l'EBITDA pour les secteurs de l'énergie et des télécommunications, à 15 fois l'EBITDA pour les secteurs de la santé et des technologies de l'information. Ces écarts s'expliquent en partie par le taux de rentabilité attendu par les investisseurs, le WACC, qui varie typiquement entre 7 et 10% selon les secteurs, et selon le niveau de risque, de l'entreprise. Mais il existe également un mécanisme d'offre et de demande qui influe sur les multiples sectoriels. Par exemple, les technologies de l'information sont considérées comme un secteur porteur et ont un niveau de valorisation élevé. Pour sa part, le secteur pharmaceutique bénéficie de barrières à l'entrée qui sécurisent des bénéfices élevés. Nous verrons d'abord des exemples de valeurs d'entreprise ESG et non ESG, puis nous nous demanderons si les gisements d'hydrocarbures sont en passe de devenir des actifs échoués, et nous terminerons par des valeurs de projets d'investissement public ESG. Les secteurs des énergies solaires et éoliennes sont globalement mieux valorisés que le secteur pétrolier, avec des valeurs d'entreprise de 15 fois et 12 fois la marge d'EBITDA en moyenne, contre 5 fois la marge d'EBITDA pour le secteur pétrolier sur l'échantillon d'entreprises représenté sur le graphique. En comptant les entreprises ayant un multiple supérieur à 25 fois l'EBITDA hors graphique, les multiples moyens des entreprises solaires et éoliennes s'élèvent en moyenne à 23 et 14 fois l'EBITDA. Sans grande surprise, le secteur solaire est dominé par des entreprises chinoises, le secteur éolien par des entreprises européennes et américaines, et le secteur pétrolier est composé d'entreprises de toute nationalité. La faible valorisation du secteur pétrolier s'explique potentiellement par un manque de perspective à long terme
et la nécessité d'investissements lourds pour exploiter des sites toujours plus difficiles d'accès. Les multiples de valorisation sont généralement plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Cela s'explique possiblement par un contexte réglementaire plus favorable aux États-Unis pour le secteur pétrolier et par des perspectives de croissance plus fortes pour le secteur éolien en dépit du contexte politique. On peut également remarquer que les plus grosses capitalisations boursières tendent à être mieux valorisées que les sociétés plus petites. Cela peut s'expliquer en partie par une plus grande efficience opérationnelle permise par des facteurs d'échelle. La faible valorisation du secteur pétrolier par les marchés financiers semble logique car le prix de marché du pétrole est très proche des seuils de rentabilité des sites d'exploitation. Dans une étude publiée en 2015, la Bank City a estimé le prix de marché minimum pour chaque méthode d'extraction ou de production d'hydrocarbures. Le prix d'équilibre était estimé à l'époque entre un peu moins de 60 $ le baril pour le forage en eau profonde jusqu'à environ 80 $ pour les sables bitumineux. Or, depuis 2017, le prix du baril est justement compris entre 60 et 80 $, hormis certains pics ou creux dus à des crises sanitaires ou géopolitiques. Le prix du Brent semble suivre une tendance à la baisse depuis 2023. Dans cette optique, on pourrait s'attendre à une multiplication des actifs échoués. L'expression actif échoué désigne l'ensemble des actifs constitués par des gisements d'hydrocarbures et des équipements pour l'extraction et la production qui ont une valeur de marché aujourd'hui, mais dont la valeur pourrait devenir nulle à l'avenir dans un scénario de décarbonation de la société. Selon la Bank City, 3 causes principales sont nécessaires pour que des actifs deviennent des actifs échoués. D'abord, un cadre de régulation contraignant pour la production et l'utilisation de ressources fossiles, comme des seuils d'émissions par site. Ensuite, la mise en place de mécanismes de marché, comme les marchés de quotas d'émissions. Troisièmement, le développement de la concurrence des énergies renouvelables, dont le prix de production baisse grâce aux facteurs d'échelle. Dans ces conditions, la demande finale pour les hydrocarbures devrait baisser, ce qui devrait faire baisser le prix du baril de pétrole. En conséquence, les nouveaux sites d'extraction de gisements d'hydrocarbures ne devraient plus être rentables et devraient être abandonnés. La viabilité d'une partie des sites d'exploitation existants devrait également être remise en question. Voilà comment des actifs pourraient devenir des actifs échoués. Concernant les gisements d'hydrocarbures, la Bank City s'appuie sur une publication scientifique dans le journal Nature qui estime la consommation maximale d'hydrocarbures à ne pas dépasser pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Ainsi, il faudrait renoncer à consommer environ un tiers des gisements de pétrole, la moitié des gisements de gaz et 80% des gisements de charbon. La Bank City estimait la valeur de marché de ces gisements à 100 000 milliards de dollars en 2015 sur la base des cours des matières premières de l'époque. Cette estimation semble encore globalement valable aujourd'hui dans la mesure où, après des périodes de forte volatilité, les prix du pétrole et du gaz se situent en 2025 à des niveaux comparables à ceux de 2015. Et le prix du charbon, quant à lui, a beaucoup augmenté depuis. Ainsi, les gisements auxquels il faudrait renoncer n'ont pas perdu de valeur en 10 ans, bien au contraire. Les prix de marché du pétrole restent donc suffisamment élevés pour maintenir toute l'industrie des énergies fossiles. La situation ne semble certes pas soutenable, mais elle dure depuis plus de 10 ans. Les énergies fossiles sont-elles en passe de devenir minoritaires? L'Agence internationale de l'énergie compare chaque année les investissements dans les énergies renouvelables et les énergies fossiles. En 2025, les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint environ 2 000 milliards de dollars et dépassent de beaucoup les investissements dans les énergies fossiles qui sont de l'ordre de 1 100 milliards de dollars. Mais le périmètre retenu pour les énergies renouvelables est très large. On y trouve la production d'énergie renouvelable, le réseau et stockage, mais également l'efficacité énergétique et d'autres investissements bas carbone. Sur le périmètre plus restreint de la production d'énergie renouvelable, les investissements atteignent 800 milliards de dollars et sont donc
inférieurs aux investissements dans les énergies fossiles. À ce stade, la transition énergétique est donc au mieux une cohabitation entre énergies fossiles et durables. Passons aux projets d'investissement public. Donc, tout d'abord, il serait logique que les investissements privés et publics finissent par préférer les projets ESG au détriment des énergies fossiles. En effet, plusieurs économistes ont chiffré le coût de l'inaction qui est très élevé. En 2006, Nicolas Stern, alors directeur du budget des finances publiques au Trésor britannique et ancien vice-président senior de la Banque mondiale, a estimé que l'inaction pourrait coûter de l'ordre de 5 à 20% du PIB mondial par an, alors qu'un investissement d'1% du PIB par an suffirait à atténuer fortement les effets du changement climatique. En 2023, le Network for Greening the Financial System, le NGFS, qui regroupe 129 banques centrales, estimait que les pertes liées à l'inaction pourraient dépasser 8% du PIB mondial d'ici 2050. Sur le périmètre de la France, la Cour des comptes a publié en septembre 2025 un rapport estimant que le coût de l'inaction climatique pourrait atteindre 11 points du PIB en France d'ici 2050, à un montant supérieur aux dépenses nécessaires pour réussir la transition. Pour sa part, la Direction générale du Trésor disait en mars 2025 que si on ne fait rien, un réchauffement de 3 degrés coûte 15 points de PIB à l'économie mondiale, ce qui est beaucoup plus élevé que les efforts estimés entre 0,5 et 1 point de PIB en 2030 à l'échelle mondiale. À horizon 2100, le Boston Consulting Group estime que sans action décisive, le PIB mondial pourrait perdre jusqu'à 22% de sa valeur d'ici 2100, comparé à un scénario où des mesures efficaces seraient mises en place pour lutter contre le changement climatique. S'il est urgent d'agir, par où commencer? Les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique basent leur choix d'investissement en comparant le coût d'abattement d'une tonne de CO2 à une valeur de référence appelée valeur tutélaire du carbone. Si le coût d'abattement du projet est inférieur à la valeur tutélaire, alors le projet peut être réalisé. S'il est supérieur, mieux vaut reporter le projet, voire l'annuler. Par exemple, l'isolation d'une maison individuelle coûte 700 € par tonne de CO2 évité, tandis que l'installation d'une chaudière thermostatée coûte 180 € par tonne de CO2 évité. Par ordre de priorité, mieux vaut commencer par équiper son logement d'une chaudière thermostatée, puis, dans un second temps, renforcer l'isolation de son logement. L'utilisation d'une valeur tutélaire permet d'éviter de fournir des efforts démesurés avec un bénéfice social faible, mais à l'inverse, également d'éviter une inaction alors que le coût à supporter est faible pour un bénéfice important. C'est une approche différente et complémentaire des méthodes pollueur-payeur et des taxes carbone basées uniquement sur le signal-prix. La valeur tutélaire du carbone augmente avec le temps car la concentration de CO2 sera plus importante à l'avenir et donc le coût des dommages résultant d'une émission supplémentaire augmentera. La valeur a été fixée en 2019 par la commission Quinet à 90 € la tonne de CO2 pour l'année 2020, puis ce prix passera à 2050, cette valeur passera à 250 à horizon 2030, 500 € à horizon 2040 et enfin 775 € à horizon 2050. Le rapport Quinet calcule la valeur de différents projets d'investissement dans des infrastructures en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, le projet du Grand Paris apporte une valeur nette importante de 12,6 milliards d'euros, car les nouvelles lignes de métro devraient éviter de nombreux déplacements en voiture. En revanche, la création de nouvelles routes encourage l'utilisation de la voiture et ressort dans cette analyse avec une valeur négative. Moins 241 millions pour la liaison autoroutière Castres-Toulouse et moins 345 millions d'euros pour le contournement est de Rouen. En conclusion, face au coût estimé de l'inaction climatique, il apparaît rationnel de désinvestir des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Pourtant, les investisseurs privés ne le font pas ou trop peu. Et les investissements durables de la puissance publique semblent insuffisants pour donner un effet d'entraînement à l'ensemble du marché. Terminons par deux questions.
Les hausses prévues du prix du carbone se réaliseront-elles effectivement et seront-elles suffisantes? Je parle ici des quotas d'émission et du mécanisme d'ajustement aux frontières. Deuxième question et remarque, quand aura-t-on enfin la lucidité de Jean-Marc Jancovici sur la baisse inéluctable des importations de pétrole et de gaz et sur l'impérieuse nécessité d'assurer la souveraineté énergétique de l'Europe?